Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Mission Impossible Fallout. Il est réalisé et scénarisé, oui, par Christopher McQuarrie. Il est sorti au cinéma le 12 août 2018. Je l'ai vu au cinéma et en version originale. Et oui, c'est le dernier épisode de la série des Missions Impossibles. Série qui, en fait, me plaît assez, notamment depuis Ghost Protocol. Et même depuis Mission Impossible 3, en fait. Mais j'aime bien toute la série, j'ai pas trop de problème avec le 1 et le 2 non plus. Disons que j'ai vraiment accroché à partir de Ghost Protocol. Bon, mon avis est un peu biaisé, j'aime beaucoup ce que réalise Brad Bird. Il se trouve que c'était le premier film live de Brad Bird. Faudrait que je le revoie, peut-être que je serai plus critique maintenant. Mais en l'occurrence, j'avais trouvé que ça fonctionnait ouf de bien. J'avais passé un très bon moment devant Ghost Protocol. Et il se trouve que devant le précédent aussi, c'est-à-dire Rogue One, mais je vais y revenir après. Les Missions Impossibles, c'est un cocktail souvent réussi d'action, d'espionnage, avec une vraie qualité d'écriture et de réalisation qui provoque l'implication. Je devrais peut-être faire un recap carrément, là, parce que maintenant je me dis que tant qu'à parler de Mission Impossible Fallout, j'aurais peut-être pu faire le petit coup du compte à rebours en repartant du premier jusqu'au dernier. Oh, si ça vous dit. Bah écoutez, vous me le dites, hein, si vous voulez que je fasse un récap. J'en ferai peut-être un, mais je suis pas encore certain, j'attends de voir si ça vous dit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. En général, les Missions Impossibles, donc, c'est des bons moments, des films de divertissement légèrement au-dessus de la moyenne, et je suis plutôt content de les voir, en général. Mais il y a aussi une sensation de formule, je trouve, relativement répétitive depuis Ghost Protocol, paradoxalement. Pourtant, c'est Brad Bird qui l'a réalisé, et Dieu sait que je trouve que Brad Bird est un réalisateur singulier, mais j'ai quand même eu la sensation de voir un film très similaire quand j'ai vu Ghost Protocol, à finalement ce que j'ai pu voir dans Rogue One, et aussi dans Fallout. Il y a une certaine standardisation de la qualité, et de qualité d'ailleurs, mais standardisation quand même. Je donne un exemple, c'est un peu le même type de découpage dans les trois films, où la part belle est donnée à l'action nerveuse, spectaculaire, mais ça reste relativement égal. C'est-à-dire, c'est assez difficile de séparer ces trois films, et d'ailleurs, comme par hasard, c'est des films qui ont beaucoup plus l'identité d'être des suites les unes des autres. Je vais revenir dans ma critique sur ce point-là. Exception en fait de quelques scènes, hein, mais grosso modo, il faudrait vraiment que je fasse une rétrospective sur les 6 films. Mais grosso modo, à partir de Ghost Protocol, donc de l'avant-avant-dernier, l'antépénultième, on a eu vraiment un style qui s'est installé, je trouve. Mission Impossible 3 a quand même le style J.J. Abrams très fortement ancré dedans. C'est un vrai changement par rapport au 1 et au 2. Et là, en l'occurrence, dans celui-là, si on doit reprendre Ghost Protocol, Rogue Nation et Fallout, on a vraiment une série de films ensemble. Je vais revenir là-dessus parce que série de films, dans le cas de Mission Impossible, je spoil un peu ma critique, mais je trouve que ça commence à être un peu limite. Je vais revenir là-dessus après. Alors ça s'explique certainement, cette liaison entre les trois derniers, par l'arrivée de Christopher McQuarrie sur la série. Christopher McQuarrie, c'est notamment les scénaristes des excellents, du chef-d'œuvre Usual Suspect, du très très bon Valkyrie, tous deux de mon copain Bryan Singer, du très bon réalisateur et scénariste de l'excellent Jack Reacher, pas le 2, de Rogue Nation et aussi de Fallout donc. C'est un scénariste de qualité, vraiment capable d'écrire de très bons thrillers, que ce soit Usual Suspect ou Valkyrie, c'est d'excellents thrillers, c'est très bien écrit. Oui, Valkyrie est un film qui se passe pendant la guerre, mais techniquement, je trouve que c'est un film de thriller, une construction d'un thriller assez classique. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Et donc, Christopher McQuarrie, son style un peu, c'est des scénarios donc très efficaces de thriller, avec une réalisation efficace et nerveuse, que je trouve un peu au-dessus de la moyenne. Vraiment, c'est des films pour notre époque de 2010, on va dire de 2015. C'est un réalisateur de films efficaces, spectaculaires et vraiment nerveux. Peut-être que ça vieillira, hein, ce style de réalisation. Il faudrait vraiment que je me pose un peu pour me poser la question là-dessus, mais c'est mon impression. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le pinacle du film de blockbuster, vraiment efficace, réussi. On est dans la moyenne du blockbuster, mais la bonne moyenne, la moyenne haute. C'est des très bons divertissements avec un message, un questionnement, un scénario très bien écrit et un niveau de thriller en général au-dessus de la moyenne. Je dis bien en général parce que je vais revenir sur Fallout dans pas longtemps, vous inquiétez pas, je suis en train de me chauffer là. Parce que déjà la réalisation, comme je dis, est nerveuse, mais les scénarios sont vraiment très bien écrits. Hein.
Usual Suspect, c'est exceptionnel comme scénario. Jack Reacher, c'est très bien. Rogue Nature, j'en ai un très bon souvenir. Faudrait que je revoie, mais j'en ai un très bon souvenir. Je trouvais vraiment presque... J'ai un souvenir qui était même excellent au niveau du scénar, mais il faudrait que je le revoie, vraiment, je veux pas trop dire de choses. Du coup, est-ce que j'attendais Mission Impossible Fallout avec une grosse hype? Oui, absolument. Absolument. Et donc, qu'est-ce que ça a donné Fallout? Pitch d'abord. Ethan Hunt est en grande difficulté. Après avoir perdu des bombes sales lors d'une négociation qui a mal tourné, il doit bientôt faire un marché impossible pour les récupérer. On lui donnera les bombes si et seulement si il libère Solomon Lane, terroriste qu'il avait réussi à capturer dans le film précédent et qui a juré de le faire souffrir par-dessus tout lorsqu'il serait libéré. Donc voilà, pitch efficace, pitch complètement à la Mission Impossible, classique. Donc, pour attaquer le film clairement, la mise en scène est nerveuse. Les scènes d'action sont excellentes, il faut vraiment commencer par ça. J'ai trouvé le film globalement très très bien rythmé. Il y a une scène de baston maintenant dont tout le monde a déjà parlé sur tous les réseaux sociaux, mais qui est véritablement excellente. C'est une scène de baston qui se bat dans des toilettes entre Tom Cruise, Henry Cavill, qui donc a un rôle dans ce film-là, et un chinois ou un asiatique en faisant le raciste. Et la scène est vraiment excellente. Elle est nerveuse, elle est intense, elle est bien foutue. Elle est bien mise en scène, elle est bien cadrée, on sent vraiment que les impacts des coups et la violence de ce qui se produit dans toute la séquence est très bon, aussi bien pendant la baston qu'après, c'est vraiment une très très bonne séquence. On a aussi, pour finir sur les scènes d'action excellentes, la poursuite dans Paris, qui est vraiment très très bien mise en scène. Il y a une grosse faute d'écriture, mais je reviendrai dessus là après, mais globalement, la libération de Solomon Lane, aussi bien que la fuite ensuite, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Tom Cruise, pour la petite parenthèse, s'est cassé une cheville. C'est pas une anecdote secrète, hein, tout le monde le sait, pour cette séquence-là. Et je me disais, en ayant vu avant que le film sorte, cette fameuse anecdote, comme de quoi il s'était pété une cheville de manière très très moche. Hein, si vous voyez les images sur internet, vous allez voir, c'est très très graphique. C'est péter la cheville en angle, et en faisant un saut d'un immeuble à un autre. Et en l'occurrence, je me demandais si ça valait le coup, si c'était pété la jambe pour une scène d'action un peu qui en valait la peine. Oui, absolument, oui. La scène d'action est vraiment très très bien. C'est une excellente scène de poursuite, dans la plus grande tradition des très bonnes scènes de poursuite de films d'espionnage. Et là, vraiment, pour le coup, celle-là, elle peut rester vraiment dans les annales du cinéma comme une scène nerveuse et efficace. On va continuer sur les points positifs. Le casting est excellent, vraiment excellent. Mention spéciale à Vanessa Kirby, qui joue un personnage qui s'appelle la Veuve Blanche, qui est excellente, mystérieuse, étrange, qui joue donc une Française, là, avec son frère, des cheveux blonds, comme ça, une sorte de race aryenne étrange, à Paris, des spécialistes, visiblement, de toutes les magouilles internationales, qui échangent des choses importantes, et ainsi de suite, et qui ont donc une sorte de majesté, comme ça, hyper forte, c'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'ils ont tout un monde qui gravite autour d'eux et qui a besoin d'eux pour des informations et autres. Et Vanessa Kirby, ils ont eu cette excellente idée de mise en scène, de mettre un effet de lumière que je n'avais pas remarqué, c'est ma compagne qui me l'a fait remarquer. Ses pupilles, en fait, ne varient pas de taille, elles restent toutes petites. Et c'est probablement parce qu'au niveau des éclairages, ils ont fait ce qu'il fallait, aussi bien de jour que de nuit, pour que ses pupilles restent fixes. Et elle a une manière de jouer, elle regarde comme ça Ethan de manière très fixe, sans vraiment bouger. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi un truc, quoi. Elle a vraiment un style fascinant, étrange, bizarre. Personnage qui, à mon avis, sera vraiment intéressant à revoir dans les films suivants. Vraiment, pour le coup, une très très belle réussite, ce personnage-là, dans le sens de son importance dans l'histoire, et de son impact, c'est vraiment très bien vu. Je trouve que c'est un personnage qui m'a fait vraiment penser au mystère ou à l'intensité qu'ils avaient réussi à mettre autour du personnage de Rebecca Ferguson dans Rogue Nation. Personnage qui est de retour dans ce film-là, et Rebecca Ferguson l'interprète encore une fois très très bien, avec des cascades et tout ça. Mais pour le coup, je suis moins convaincu par sa présence, je reviendrai là-dessus. Mais Rebecca Ferguson est très bien, Tom Cruise est excellent, il est impliqué, il court dans tous les sens, il donne à donf de lui-même, et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il est comme d'habitude complètement dans le haut niveau de son jeu, aussi bien dans les scènes d'action que dans les scènes émotionnelles, il est vraiment bien. Même si dans ce film-là, au niveau scène émotionnelle, je trouve pas qu'il se soit
qu'il ait des très 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 grandes choses à faire connaissant son niveau de jeu, mais bon, il fait le taf sans aucun problème et sans une once de cynisme. Henry Cavill est impliqué dans le jeu, il est très très bon. Simon Pegg, évidemment, sert toujours aussi bien son personnage. Mon ami Ving Rhames, je sais pas s'il fait d'autres films actuellement au cinéma, donc il fait du Ving Rhames, honnêtement, c'est le seul que je dirais qui est un peu bizarre maintenant dans l'émission Impossible, parce que je le vois pas faire d'autres films. Et en plus, il fait du Ving Rhames. Enfin voilà, il grossit de film en film. Il est de moins en moins crédible en agent de terrain. Enfin, je sais pas trop quoi dire sur ce personnage-là. Je trouve ça assez étrange. À part le fait qu'il a accroché le wagon à un moment, il a jamais lâché les missions impossibles. Voilà. Mais il fait le taf, quoi. Il y a pas grand-chose à dire. Je sais plus le nom de l'acteur qui joue Solomon Lane, qui fait très bien son taf, mais je vais revenir là-dessus après parce que pour moi, c'est un des points négatifs. Ce personnage. Et voilà, je trouve que tout le monde fait bien son taf. Je sais pas si oui, je voulais aussi pointer le fait que on retrouve Michelle Monaghan, oui, je spoil un peu, la femme de Ethan, qui était donc dans Mission Impossible 3 et un tout petit peu dans Ghost Protocol. Et au niveau du jeu, peut-être que j'ai tort, hein, vous me direz, mais je trouve que Michelle Monaghan a un jeu très très limité. C'est une actrice qui fait toujours les mêmes personnages, je trouve. Et là, vraiment, pour le coup... c'est rare, je suis vraiment dur sur des acteurs, on va dire, hollywoodiens comme ça, parce que je les vois trop et du coup j'ai du mal à juger. Mais elle, vraiment, sur les derniers films où je l'ai vue, c'est le même personnage dans ce film-là que dans, je sais pas, je vais être dur un peu, mais genre dans Pixel, quoi. C'est exactement le même. Je trouve que pour le coup, déjà, on peut critiquer le choix de la caster elle dans Mission Impossible 3, mais au moins elle avait des séquences où elle était très forte. Là, je trouve des séquences où elle doit avoir de l'importance. Je la trouve pas si intéressante que ça. Et je trouve même qu'elle est un peu en deçà du jeu de tous les autres acteurs. Je suis bien content qu'elle ait pas trop de présence dans le film à ce niveau-là. Mais pour le coup, j'étais un peu... C'est pas grave, ils ont eu raison de reprendre la même actrice. Mais en l'occurrence, je pense qu'ils ont surestimé son niveau de jeu parce que je trouve qu'elle communique plus grand-chose. Je sais pas pourquoi. Et je trouve que c'était déjà le cas dans Mission Impossible. C'est une actrice que je trouve très limitée. Elle transmet très peu d'émotions. Alors je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que c'est moi tout simplement. Dites-moi si au contraire vous avez trouvé que ça fonctionnait. Mais en l'occurrence pour moi ça a été un point faible parce que je trouve que le moment où il se retrouve avec Ethan, le moment, bon je spoil un peu, qui est vraiment fort, qui était supposé être fort, je l'ai trouvé particulièrement maladroit. Mais je vais revenir là-dessus après, dans une partie spoiler, parce qu'il y a des choses comme ça que je vais aborder de manière beaucoup plus frontale. Et voilà. Du coup, mise en scène efficace et nerveuse, scène d'action vraiment dantesque, hein, vraiment, j'assiste, la scène de baston dans les toilettes, ou la poursuite dans Paris, ça met déjà Fallout au niveau d'un excellent film dont on va se souvenir, d'un blockbuster dont on peut se souvenir à cause de ces scènes d'action et de ces scènes mémorables. Absolument. C'est vrai. Les acteurs sont à fond impliqués, et même s'il y a des différences de niveau dans le casting, tout le monde joue à donf, et ça se voit. C'est vrai. Le scénario a de bonnes idées, il y a vraiment voilà, les retrouvailles entre Hunt et son ex, le contexte aussi où il se retrouve, c'est bien vu, les retrouvailles entre Hunt et Solomon Lane aussi, c'est une bonne idée, le personnage de la veuve blanche qui arrive dans ce film-là est une bonne idée, le retour du personnage de Sarah Ferguson aussi, de Rogue Nation, où il fallait visiblement aller quelque part avec cette histoire, revient et ça fonctionne plutôt bien, en tout cas c'est une bonne idée à la base. Non, ça fonctionne pas bien, mais c'était une bonne idée à la base. Le personnage d'Henry Cavill est très bon, et les problèmes qu'il y a entre la CIA et le groupe Mission Impossible, je trouve, sont relativement vraisemblables. Donc on a le retour du personnage notamment d'Alec Baldwin. On a aussi ma copine, l'excellente actrice, qui joue dans Strange Days. Qui est une excellente actrice. Ça va me revenir. Là, je l'ai plus en tête, mais ça va me revenir. Bref, cette double intrigue, entre guillemets, entre les personnages de l'équipe Mission Impossible et la CIA, Angela Bassett, voilà, la directrice de la CIA dans le film, ça apporte vraiment de la qualité et de la densité à ce scénario. Nonobstant tout ça, nonobstant la qualité des scènes d'action, nonobstant le côté très spectaculaire, notamment d'une partie des scènes, nonobstant les bonnes idées qui sont à la base du film, nonobstant la qualité de l'image, on a des images à Paris qui sont magnifiques, et je vous parle pas des autres endroits où ils vont dans le monde, c'est superbe. Nonobstant tout ça, nonobstant un Tom Cruise impliqué, nonobstant de vraies bonnes idées, nonobstant
que Mission Impossible Fallout est très apprécié par beaucoup de critiques de YouTube, et je sais que cette fois-ci, je vais être vraiment porte-à-faux. Mission Impossible Fallout m'a fait des moments de waouh, des moments de super idée, des moments de oh, purée, mais bien vu ça, bien vu. Mais il m'a aussi fait des moments de quoi? Des moments de hein? Des moments mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin voilà, vous avez compris le truc. J'ai un point de vue beaucoup plus mitigé sur ce film. Notamment déjà au niveau du scénar, il y a des... C'est pas qu'il y a des trous, c'est qu'il y a des moments précis, des détails qui sont incompréhensibles. Mais vraiment, j'ai eu beau me triturer la tête. J'ai écouté les critiques d'autres critiques, qui visiblement n'ont pas été choqués par ça, ou pas tant que ça, mais il y a vraiment des moments dans le film où je me suis dit, mais pourquoi ils font ça, quoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive pas à 15 endroits, ça arrive à un ou deux endroits, et il y a d'autres trucs où je me suis dit, non, c'est pas possible que ce soit... Autant il y avait des fausses pistes, vous savez que dans l'émission Impossible, il y a toujours un traître. Donc ok, on sait bien qu'il y a toujours un traître. Ça a été le style de la série télé, de la série de films, de commencer par une énorme traîtrise, une traîtrise tellement incroyable qu'elle disait clairement que le film serait une trahison par rapport à la série télé, et que du coup ça ferait des films plus, on va dire, surprenants. Nonobstant un point de départ simple, qui est que Ethan Hunt ne trahira jamais le spectateur. C'est-à-dire que ça, par contre, t'as bien compris que dans l'émission Impossible, il est impossible que Tom Cruise trahisse réellement, devienne le méchant. Ça, visiblement, c'est pas possible. C'est pas envisagé dans la série, et ils iront jamais vers là. Donc de là à dire, ce qui était dit à l'époque autour de Mission Impossible 1, que c'était la trahison et qu'ils oseraient tout, entre guillemets, dans les suites, ouais, bah non. On est 6 films plus tard, et je peux vous dire que Ethan Hunt, le personnage de Simon Pegg, le personnage de Michelle Monaghan, le personnage de Ving Rhames, ils trahiront jamais. Donc au bout d'un moment, tu sais que les traîtres vont être ailleurs. Je veux pas spoiler, j'en parlerai dans ma partie spoiler, mais honnêtement, j'ai pas envie de dire que Christopher McQuarrie a été un petit peu, comment dire, paresseux sur les twists de cette histoire-là, mais honnêtement, il a été un peu paresseux sur les twists de cette histoire-là. Rien que la scène du début du film, qui est une bonne idée, et qui est plutôt bien mis en scène, parce que j'ai vraiment passé quelques minutes à me dire « Waouh, putain, le truc, le film il commence sur quelque chose de costaud comme ça, c'est classe », avant de me dire « Non, en fait, c'est une faute ». Et malheureusement, c'en était une. Et c'est un peu comme ça que j'ai vécu le film. Le film n'a pas réussi à me surprendre, mais j'ai l'impression que quelque part, Christopher McQuarrie avait pas envie de nous surprendre dans ce film-là. Soit je dis qu'il a été un peu paresseux. C'est un réalisateur qui est vraiment très fort pour l'écriture de thriller. Il surprend beaucoup, je vous conseille vraiment de voir Usual Suspect si vous l'avez jamais vu, ou Valkyrie, parce que c'est très très bien écrit, Valkyrie. C'est vraiment très très bon. C'est un réalisateur qui sait écrire du thriller, et là, on a, je trouve, un film presque téléphoné, étrangement, comment dire, facile à devancer dans tous ses effets de scénario, hein, j'attends vraiment de twist. C'est très très bizarre, c'est très très bizarre, j'ai vraiment pas compris ça. Et ça se double en plus, et là c'est là où ça devient problématique pour moi le plus. J'aurais pu me contenter d'un film qui n'arrive pas à me surprendre, mais qui est spectaculaire, percutant, nerveux, le reste je m'en fous, à la limite, moi je mange, hein. C'est le genre de choses qui me dérange pas du tout. Après, si vous voulez, on peut discuter du fond politique, hein. Je peux vous dire tout de suite que Mission Impossible, c'est le blockbuster qui rappelle au monde entier que vous savez pas ce que font les États-Unis, mais ils font toujours ce qu'il faut, vous inquiétez pas. S'il y a des attentats qui sont évités, c'est les États-Unis. S'il y a des attentats, c'est pas les États-Unis. Ou alors ils répareront les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Si on voulait qu'on aille sur une analyse de sens et de fond, c'est clair qu'on est dans un blockbuster relativement nauséabond sur le fond. Hein. On a toujours le même mythe du héros, le même du héros caucasien qui va régler le problème du monde entier. S'il y a des traîtres, il arrive à les débusquer. Tout le monde est sauvé à la fin, vous voyez le truc, quoi. C'est vraiment une vision hyper idéalisée qui est très Hollywood friendly, mais qui a aussi une vision politique extrêmement violente parce qu'elle est rabâchée à la tête des spectateurs depuis des années et qu'elle a fait son travail pour transformer les pays d'Occident en sorte de héros moral et les autres pays du monde en sorte de potentiels terroristes ennemis éventuellement gentils tout quoi. Donc il y a quelque chose comme ça de nauséabond dont on pourrait parler de toute façon et qui est présent hein, dans ce Mission Impossible. Mais c'est pas dans ce sens-là que je vais. Je dirais simplement que c'est un film de blockbuster. Je pense que vous êtes tous assez intelligents, moi le dernier, pour comprendre ce genre de mécanisme et prendre ça pour ce que c'est, un bon divertissement, avec parfois des bonnes questions intimes, intéressantes. Voilà. Je pense que ça peut tout à fait être pris comme ça.
Au-delà du fait que ça coûte des millions et que ça pourrait être aussi discutable. Je vous renvoie vers ma vidéo de Avatar où je mets une fois pour toutes les points sur les i concernant mon point de vue sur la question des blockbusters et du fait qu'ils coûtent très très cher et de l'implication forcément morale et éthique que ça devrait incomber aux gens qui les réalisent. Je ferme la parenthèse. Nonobstant tout ceci, que j'aurais pu accepter, il y a des coquilles dans ce Mission Impossible qui sont juste dingues. Je vais donner un exemple sans spoiler, mais j'en reparlerai dans la version spoiler. Nos amis Ethan Hunt et ses copains ont réussi à extrader quelqu'un, à faire sortir quelqu'un de prison. Solomon Lane, donc. Je spoile pas, parce que de toute façon, c'est évident qu'ils vont y arriver. Et au moment de fuir, je vous donne la situation, ils sont dans un garage, ils sont 5, et ils doivent monter dans une voiture. Il y a donc 4 mecs habillés normalement, plus un dernier qui a une camisole et une cagoule noire sur la tête. Je vous laisse réfléchir à la situation. Ils doivent fuir, hein. On est bien d'accord qu'ils doivent s'enfuir en pleine ville de Paris. Ils sont 4 habillés normalement, et il y en a un d'entre eux, le 5e, il est en camisole de force, avec une cagoule noire sur la tête. Comment vous les répartiriez dans la voiture? J'imagine que vous feriez un truc du genre 2 devant, 2 derrière, 1 dans le coffre, par exemple. Ou alors, il n'y a pas de place dans le coffre, imaginons, j'en sais rien, où il n'y a pas de coffre. Vous mettez 2 devant, 2 derrière, et éventuellement le mec encagoulé à leurs pieds, caché, vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique comment ils se mettent en place dans la voiture en plein dans Paris, alors qu'ils sont en train de fuir la police. J'insiste, c'est important. Ils fuient la police, qui est en train de les chercher là, tout de suite. Le mec, c'est limite l'ennemi public numéro 1. Ok? Ce gars avec la cagoule. Eh ben, il trouve pas mieux que de mettre les 3 connards derrière, Ethan au volant, et à côté de lui, sur le siège passager, le mec avec la camisole de force et la cagoule. Je vous jure que c'est vrai. J'ai du mal à y croire tellement ça m'a fait halluciner au cinéma. J'étais là pendant toute la séquence en train de me dire c'est pas possible, c'est une blague. C'est pas vraiment le mec. Et finalement tu te rends compte que c'est vraiment le mec. Il le garde vraiment à côté de lui jusqu'au bout de la séquence. Et quand tu comprends pourquoi, en fait c'est ce qu'on appelle c'est ce que je pourrais appeler c'est même plus une paresse d'écriture à ce niveau-là, c'est un foutage de gueule d'écriture. Connaissant le niveau d'écriture de Christopher McQuarrie, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Il coince 3 mecs derrière, et il fout le mec sur la place du mort à l'avant, un mec avec une cagoule, une noire et une camisole de force. Désolé hein, d'en rajouter sur le truc, mais j'ai halluciné. Cette séquence me paraissait tellement débile. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible que la séquence soit aussi débile et qu'il l'ait laissé passer. Tout ça pour dire... Un moment, mais c'était vraiment étrange. On s'est regardé avec ma compagne, on était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Le film allait bien jusque-là. C'était pas extraordinaire au niveau du scénar, mais au moins ça fonctionnait. Et là, d'un seul coup, ça devient complètement débile. Et quand on comprend pourquoi, je reviendrai sur la partie spoiler là-dedans, c'est encore plus une preuve que Christopher McQuarrie a, je trouve, affaibli son niveau d'écriture pour des questions de liaison scénaristique ou de liaison d'histoire. Et je trouve que c'est stupide, mais vraiment stupide. Et ça, c'est un élément, mais c'est hyper fort dans le film. Ça m'a vraiment presque fait sortir du film, tellement la séquence dure, et tellement je me suis dit, c'est pas possible qu'il puisse le faire comme ça, et que ça choque personne. Parce que visiblement, le film a été beaucoup apprécié. Hein. Beaucoup de gens ont fait des critiques en disant voilà, que c'était un bon film d'action, qu'ils avaient passé un bon moment devant, enfin, qu'il était assez dithyrambique. Mais moi, quand il y a des coquilles comme ça au milieu d'un film, qui se veut intense et vraisemblable, au moins dans son déroulement, mais ça me sort complètement, quoi. Du coup, j'ai vraiment du mal après. Et malheureusement, pour continuer sur le scénario, la partie finale de film, pensant toujours être crédible et être une sorte de climax, non pas d'un film, mais de 3, voire de 4 films, puisque le personnage de Michelle Monaghan revient et qu'elle était dans Mission Impossible 3, je peux dire, je pense sans insulter personne, pardon, excusez-moi, que c'est pas au niveau. Je comprends qu'ils aient voulu en faire un maximum et que ça a dû atteindre un certain sommet d'intensité. Du coup, ils croisent les tensions et tout ça. C'est supposé relativement marcher. Mais il y a des coquilles aussi dans cette fin de film, mais hallucinante. On est dans un Mission Impossible. Les fins sont souvent what the fuck. On est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Et moi, le what the fuck, c'est toujours pareil. Jusque où on peut le laisser aller, quoi. Et là, peut-être que je suis arrivé à ma limite. Peut-être que je commence à être trop vieux, j'en sais rien pour le blockbuster what the fuck. J'ai jamais été un grand fan, pour vous donner une échelle d'idée, des Transformers, loin de là. Et plus ça devient n'importe quoi dans les scènes d'action,
moins j'aime le film, moins j'arrive à y croire, et du coup, quand j'arrive plus à y croire, ben, ça peut être aussi amusant à l'écran qu'on veut, il faut que je puisse me rattacher un tant soit peu au fil émotionnel des choses. Pour ça, il faut que le scénario soit bien écrit, et que donc le fil émotionnel des personnages existe. Après, vous pouvez me mettre du n'importe quoi autour, j'ai aucun souci avec ça. Ou alors, il faut au moins que, si vous faites du n'importe quoi, j'ai une petite cohérence dans l'univers. Déjà, il y a ça, donc vous comprenez, je suis relativement exigeant. Mais je pense par exemple que dans le cas de Mission Impossible, on arrive dans le what the fuck de trop. J'ai rien contre le fait de voir Ethan Hunt courir pendant 30 minutes sans avoir de problème de cardio ni de point de côté. Je prends, j'avale, il n'y a pas de souci. En plus, il y a une certaine intensité. Si l'intensité cinématographique est là, moi je veux bien le voir tataner 200 gars. Je vais m'amuser. Pour peu que le fil émotionnel soit prenant et que j'ai été pris par l'action. Ce qui était le cas dans la majorité de ce Mission Impossible. Mais dans la dernière partie, déjà, le personnage de Michel Monaghan revient. Et comme je disais avant, j'ai du mal à y croire. Du coup, la séquence qui est supposée être très forte émotionnellement, déjà, je trouve que le jeu de Michel Monaghan n'est pas terrible. La séquence est écrite d'une certaine manière, ce que je peux comprendre, mais j'ai trouvé que ça avait du mal à exister. C'est peut-être aussi parce que c'était il y a 4 films, on n'est pas dans une série télé, je vais revenir sur ce point-là après, hein. Les films-séries, qui pour moi commencent à devenir un problème au cinéma, et ça, ce Mission Impossible Fallout me permet de l'aborder. Mais en plus, je trouve que le croisement des tensions a un gros problème. On a d'un côté les personnages qui doivent chercher des bombes, hein, classiques dans les Missions Impossibles, ils doivent se séparer en équipes, classique. Les deux équipes ne sont pas du même niveau, il y en a une avec Ethan et une avec les autres. Et évidemment, ils sont chacun confrontés à des trucs très difficiles. Donc, c'est intéressant parce que l'équipe qui est sans Ethan, on sait jamais trop s'ils vont s'en sortir. C'est un peu plus tendu, c'est des personnages secondaires, donc, quelque part, on peut avoir quelques petits doutes et on sait jamais. Et ça met de la tension. Par contre, du côté d'Ethan, il faut que ce soit très efficace, nerveux, qu'il y ait une forme d'intensité, comment dire, qui reste constamment sur la corde de la vraisemblance. Sinon, on n'y croira plus, tout simplement parce que Ethan ne va pas mourir et c'est évident. C'est évident, il va pas mourir. Donc si on s'inquiète pas pour lui et qu'on l'envoie tout seul faire un truc, c'est un choix très risqué parce que ça ramollit tout. S'il va courir après quelqu'un pour le sauver, vous voyez la nuance? On a peur pour la personne qui va aller sauver. On sait que Ethan va s'en sortir, mais la personne qui va sauver est sur la corde raide. Ce n'est pas le cas de ces séquences-là. Il poursuit quelqu'un tout seul, et pendant ce temps-là, les autres vont faire une autre partie tout seul. Donc on a un peu peur pour les autres, mais pour Ethan, pas du tout. Du coup, vous comprenez ce qui se passe. Il y a un effet de yo-yo. On voit les autres, notre niveau d'attention augmente, on voit Ethan, ça chute. On voit les autres, on voit Ethan, ça chute, et ainsi de suite. Sachant qu'en plus, ils ont une très 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 mauvaise idée dans la fin, puisque c'est une sorte de poursuite. Je spoil la peine. Et ils en rajoutent des caisses et des caisses et des caisses, alors que tout déjà à la base de cette poursuite est invraisemblable. Je vais venir là-dessus dans la partie spoiler, parce que comme le film est encore au cinéma, et que je trouve qu'il est tout à fait sympathique malgré tout, j'ai pas envie de vous spoiler trop, je vais revenir là-dessus sur cette séquence de fin, sur les deux séquences qui m'ont choqué. Je vais aborder plutôt une question que je peux aborder de manière plus générale, c'est les fameux films-séries. Je viens de me rendre compte dernièrement, oui je sais, j'arrive toujours en retard dans le train, qu'il y a beaucoup de films qui sont devenus des séries. Alors vous savez que si vous suivez mes rubriques depuis longtemps, que j'aime bien le MCU, le Marvel Cinematic Universe, du coup j'ai pas trop de problème avec ça. Nonobstant, j'ai toujours fait la même critique dans tous les films du MCU, c'est cette lourdeur qu'on voudrait donner à l'idée que qu'un film est la suite du précédent. Moi perso, je suis pas client de ça. J'aime beaucoup les séries télé, et d'ailleurs je trouve que les séries télé téléchargeables en ce sens-là ont franchi un cap qui moi me plaît énormément. C'est cette idée à un moment donné de donner tout à voir au spectateur dans le rythme qu'il veut. Moi, ça me convient beaucoup mieux. J'aime beaucoup me faire des cliffhangers, me mater une partie, arrêter, regarder plus tard. Je n'aime plus du tout le rythme à la Game of Thrones de semaine en semaine, parce qu'on sent vraiment qu'au bout d'un moment, ça force les scénaristes à créer du faux cliffhanger. Et même si quelque part, pour suivre une série sur 13 épisodes, ça fait quand même 13 heures au total en moyenne, un peu moins, un peu plus, entre 11h et 13h de série télé, bah, il faut mettre des cliffhangers, il faut créer de la tension pour que le spectateur ait envie d'y rester, ça je comprends. Je trouve que la diffusion télé force au cliffhanger constant, et par moments ça a tendance à affaiblir ça. Je vais bientôt sortir des reviews sur les séries Luke Cage, la saison 2 de Luke Cage, la saison 2 notamment de Jessica Jones, et je parlerai de ça, du fait que c'est parfois bien dosé, mais qu'on sent aussi par épisode que c'est un peu forcé, que certains cliffhangers sont vraiment il en faut un à chaque fois et tout ça, donc ça a tendance à brouiller un peu l'écriture. Mais je reviendrai là-dessus plus précisément quand je parlerai de ces séries. Tout ça pour dire que je n'ai pas de problème avec le cliffhanger
qui suspend constamment... enfin, le cliffhanger, c'est le suspense de fin, vous voyez, le suspense de fin qui donne envie de voir l'épisode suivant, qui nous pousse à voir l'épisode suivant, même si parfois c'est un pchit, juste pour nous pousser à voir l'épisode suivant, ce qui se comprend tout à fait. J'ai rien contre ça, et je trouve que dans les séries télé, ben, c'est de mieux en mieux utilisé, qu'on a vraiment une évolution comme ça, du désir de garder le spectateur, même dans des histoires, on va dire, plus métaphoriques. Je reviendrai un jour, et je vais vous faire une review sur la série Légion, notamment, qui est exceptionnelle à ce niveau-là, une série géniale, et qui a la très très bonne idée de mettre d'excellents cliffhangers, des vrais cliffhangers. Série qui en 2 fois 8 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, j'y reviendrai au moment venu, et je vous en parlerai en détail. C'est une série de ouf dingo. Je ferai peut-être un avant et un après le film dessus, parce que c'est waouh, c'est du très très haut niveau, Légion, vraiment c'est excellent. Je suis en train de regarder la saison 2 actuellement, ça reste d'un high level, c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue depuis très longtemps. Tout ça pour dire l'importance du cliffhanger et l'importance de la suite dans une série, je le comprends, je le respecte et je trouve ça normal. Concernant des films, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Autant j'ai été un fan du Seigneur des Anneaux et du fait qu'il y ait un film par an, enfin, la communauté de l'anneau, les 2 tours et le retour du roi, ça a été à Noël, 3 années de suite. Pourquoi je spécifie ça? Parce que quand on fait des suites de films, en général les gens viennent au cinéma, il y a la mise en scène du cinéma qui joue, vous savez ce que c'est que la mise en scène du cinéma, on paye le ticket, on est dans une salle fermée, il y a du monde avec nous, tout ça, on regarde le film dans un certain contexte, l'image est grande, le son nous englobe, on choisit pas ce qu'on regarde ni ce qu'on écoute, et on n'est pas supposé faire du bruit, faire le couillon, dire ce qu'on en pense, en dérangeant les spectateurs, donc on subit pas mal le cinéma. Mais il y a une sorte de mise en scène qui fait que, quand on a mangé 1h30, 2 heures, on a mangé un truc complet. On aura peut-être des fois des suites, des fois des cliffhangers, mais du coup on nous les donne pas trop longtemps après. 1 an, ça me paraît être un bon temps, un bon timing. Vous commencez à voir où je vais en venir. Et je trouve que les Missions Impossibles, mais aussi bien d'autres séries de films, ça me revient plus en tête, je sais plus sur quel film je me disais ça dernièrement, je vais certainement retrouver pendant ma critique. Les Missions Impossibles ont la très mauvaise idée d'accorder énormément d'importance à leur propre histoire comme une série. Et pour moi, ça, c'est une vraie faiblesse d'écriture quand on fait un film. D'une manière ou d'un autre, un film qui veut être la continuité d'un film précédent doit à un moment donné... Tiens, justement, je suis en train de faire la review sur les James Bond, et je fais la même critique à ces James Bond. Je vais pas tarder à enregistrer ma critique de Spectre, et je vous en parlerai en détail. Mais en l'occurrence, sur les Missions Impossibles, on a un peu le même problème. C'est ce que j'appelle les séries-films. Non plus des films en série, mais les séries-films. C'est des films qui veulent, en fait, quand tu vas les voir, que tu aies révisé les films d'avant. Je comprends, c'est faisable, quand on aime un film on peut le faire et tout ça, mais en l'occurrence je ne l'ai pas fait sur les Missions Impossibles, et je trouve que ça m'a manqué. Ça m'a manqué dans ce Mission Impossible Fallout, ça m'a manqué de ne pas avoir revu Mission Impossible avant. Mission Impossible 3, pardon. Ça m'a manqué de ne pas remater Rogue Nation. J'en ai pas ressenti l'envie, je voulais simplement voir un Mission Impossible. Jusqu'à ce que je réalise devant Fallout que je devais absolument maintenant revoir les Missions Impossibles avant pour pouvoir tout à fait l'apprécier. Et pour moi, ça, c'est une faiblesse. Ça devait être dans Fallout tout seul. C'est un peu introduit, mais c'est pas assez présent pour que j'arrive à croire à l'histoire, à l'ambiguïté, à la complexité du retour du personnage de Michelle Monaghan, donc de l'ex-femme de Ethan Hunt, et de leur rencontre. Je n'arrive pas à y croire émotionnellement. Je comprends l'idée, on l'a réintroduit, je comprends, mais le film 3 est beaucoup trop loin pour que j'arrive à y être complètement émotionnellement. Et ça, pour moi, ça fait des creux dans le film. On a envie d'y être, en plus j'avais envie d'y ressentir des choses par rapport à ça, mais j'étais finalement assez exclu. Au-delà du fait des limites de jeu de Michelle Monaghan, c'était déjà une mauvaise idée de le réintroduire comme ça, et même si c'est un vrai rôle au final dans le film, ça n'est pas assez introduit au début. Je sais pas ce qu'il aurait fallu faire dans le scénario de ce film pour qu'elle soit plus présente, mais elle aurait dû être. Cette histoire aurait dû être plus présente, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'était à Ethan et à Michelle Monaghan, à son ex, d'être ensemble. Il y avait quelque chose là qui... Malgré des gros efforts, on a une belle séquence, notamment entre le personnage de Ving Rhames et le personnage de Michelle Monaghan, qui, en quelque sorte, est intéressant et bien foutu, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et du coup, le fait que aussi le personnage de Rebecca Ferguson était dans le film précédent, ça commence à faire beaucoup de suite et de suite et de suite. Il y a un moment donné, le personnage de Simon Pegg qui fait référence à Solomon Lane du film précédent. Je trouve pas, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne trouve pas que les Missions Impossibles se regardent comme des suites. Et je vais aller encore plus loin. Je ne trouve pas qu'au cinéma, il faut faire des suites aussi frontales, aussi sérielles que ça. J'entends l'idée, par exemple, dans un Marvel Cinematic Universe, quand, clairement, depuis le début, n'importe quel spectateur peut être au courant qu'il va y avoir des suites, et que du coup on va retrouver ces super-héros ensemble dans un film choral, ou dans des films chorales. Vous voyez l'idée ?
On essaie de recréer un appel d'air à chaque film ensemble pour dire il y aura une suite, il y aura une suite, il y aura une suite. Mais jusqu'à Infinity War, et c'était ma plus grosse critique aussi sur Infinity War, je n'avais pas besoin de dire au spectateur vous avez besoin de voir les précédents. Par contre, dans Infinity War, je trouve que pour apprécier Infinity War vraiment, il faut avoir vu les films précédents, sinon on est exclu du film. Et je trouve que là, Fallout, c'est le paroxysme de ça pour la série Mission Impossible. Si on n'a pas vu les précédents, je vois pas comment on peut percevoir l'importance des relations entre Ethan Hunt et son ex-femme, Ethan Hunt et le personnage de Sarah Ferguson, et ainsi de suite. Je ne comprends pas ça. Et ça prend une place extrêmement forte, puisque le film, c'est la relation d'Ethan Hunt avec son ex-femme d'il y a 4 films, sa copine ou son amoureuse du film précédent, le méchant du film précédent. C'était vraiment ça, hein, l'histoire de Fallout. Donc à un moment donné, donner autant d'importance au film précédent dans un film, je trouve que c'est très risqué, et en l'occurrence, c'était trop pour ce film-là, et clairement, Fallout n'arrive pas à les réintroduire assez fortement. Mais ça vient simplement du fait que le principe de film-série est une mauvaise idée. Un film, ça doit être un film. Il peut être dans une suite, il peut avoir des références au film précédent, il peut être la suite du film précédent, mais dans ce cas-là, il y a un accordéon de temps qu'il faut maîtriser. C'est les Harry Potter avec un film chaque année de suite. Et encore, c'était chaud. Les Harry Potter, moi perso, comme j'avais pas lu les bouquins, au bout du 4e, 5e film, il y a des personnages qui revenaient, qui étaient dans le 2e, je me souvenais plus de qui c'était, hein, ni de ce qu'il avait fait. Donc perso, je trouve que... Alors peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai des limites à cet endroit-là, vous pouvez me détromper. Mais ma théorie perso, ou ma réflexion là-dessus, c'est qu'à un moment donné, sur 2-3 ans, allez 4 éventuellement, ça tient. Au-dessus, ça devient trop difficile à suivre, ça devient trop complexe, ou alors il faut clairement réintroduire les films précédents, avec un coup de... précédemment dans l'épisode précédent. Et je suis, comment dire, je suis assez radical là-dessus. Pour moi, dans le prochain Mission Impossible, qui va clairement être réalisé et scénarisé par Christopher McQuarrie, parce que c'est un carton, hein. Fallout a cartonné, mais c'est même pas la peine. Je crois qu'ils sont quasiment au milliard au box-office, si je dis pas de bêtises. Et ben, en l'occurrence, j'espère qu'il y aura dans l'épisode précédent, parce que je trouve que c'est fatigant. Ça devient fatigant d'avoir des retours de personnages qui sont supposés alourdir, densifier l'histoire, entre guillemets. Tiens, j'ai lâché le mot. C'est supposé densifier l'histoire, mais en fait, ça l'alourdit. Et si on n'a plus les autres films d'avant en tête, je trouve que ça rend le film très fatigant. Je vais donner un exemple tout bête. Moi, déjà, ça m'a pas mal exclu, mais ma compagne, qui elle-même n'est pas une grande fan des Missions Impossibles et qui avait pas mal oublié les précédents, ça lui a pas parlé des masses, hein. Elle s'est sentie vraiment mis de côté pendant une partie du film, et je trouve que c'est vrai. C'est problématique. Bref, vous connaissez mon point de vue là-dessus maintenant. Les films-séries, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut réintroduire les choses fortement, leur donner un rôle fort dans le film. Ils ont essayé avec l'ex-femme de Ethan, ça marche, je trouve vraiment très très moyennement, voire pas du tout. Avec le personnage de Sarah Ferguson, je vais être clair, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et avec le méchant du film, ça marche pas non plus. C'est-à-dire le méchant du précédent film, ça ne marche pas non plus. Le méchant de ce film-là, heureusement, oui. Mais du précédent film, non. Donc voilà, on a un vrai souci dans ce Mission Impossible, je trouve. Peut-être que c'est pas à cause de l'étalage des personnages sur les différents films qui fait qu'à un moment donné, ils se sont un petit peu retrouvés à devoir tout régler comme ça en un seul film. Mais je vois pas ce qui les forçait à le faire. Et Christopher McQuarrie étant le scénariste et le réalisateur, je comprends pas où il a eu ce souci à un moment donné de liaison. Enfin voilà, vous avez compris mon avis. Ce Mission Impossible va laisser hacker les gens qui n'ont pas vu les précédents, je pense. Et va peut-être sauver le change avec d'excellentes scènes d'action, une mise en scène nerveuse, des nouveaux personnages vraiment classe pour le coup, notamment le personnage de la Veuve Blanche, et finalement une histoire qui se suit avec beaucoup de plaisir, hein, c'est très sympathique, et pour peu qu'on soit moins exigeant sur le what the fuck à la fin, on appréciera quand même la partie finale du film. Mais clairement pour moi c'est une déception, ce Mission Impossible, je suis déçu, je trouve que j'attendais vraiment mieux du couple McQuarrie-Cruz. J'attendais mieux en termes de scénar, j'attendais mieux en termes de vraisemblance, j'attendais mieux en termes d'intensité. Je suis déçu, je l'attendais, et c'est rare que j'attende un film comme ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a des coquilles de scénario qui auraient dû être clairement évitées, notamment si c'est pas dans l'écriture, au moins au tournage. Et encore une fois, les films-séries, non. C'est un grand non. Arrêtez de faire des films où il est évident qu'on a dû en voir 4 avant. Ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible, simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoil. Je vous remercie, vous qui me suivez depuis un petit moment là, ça fait vraiment plaisir de voir que les vidéos sont regardées. N'hésitez pas à tweeter,
likez, instagrammez, hein, un mec qui parle trop sur tous les réseaux. Surtout, donnez-moi vos avis, ça m'intéresse énormément. Et puis, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de À chaud, ou plutôt un épisode de À voir, puisqu'on va pas tarder à finir, je pense, les James Bond. Peut-être que je ferai un autre film avant, mais on verra. Mon film préféré de cet été, d'ailleurs, peut-être que je le ferai avant. Et je vous dis donc à bientôt pour cela. Pour les autres, on va attaquer la partie spoiler où je vais m'énerver encore un peu. C'est rare que je sois vénère comme ça, mais comme je suis déçu, vous avez compris, je suis un peu... Peut-être que j'en rajoute un peu trop. Donc, vous avez vu le film, attention, maintenant ça va spoiler. Dans cette fameuse course-poursuite à Paris, où Ethan, Lucius, Simon Pegg et le personnage d'Henry Cavill arrivent à récupérer Solomon Lane, je sais pas si vous, ça vous a choqué, mais moi j'ai trouvé ça incroyablement stupide de mettre dans une fuite en plein milieu de Paris un mec avec une camisole de force et une cagoule sur le siège du passager avant. Et donc on voit tout de suite pour tout ça, la raison du pourquoi de cette stupidité absolue, hein, vraiment, hein, qui n'est justifiée par rien, je suis désolé, parce que les trois autres sont coincés derrière, enfin c'est complètement con, c'est que pendant la poursuite, le personnage de Rebecca Ferguson, qui est censé buter Solomon Lane et qui les poursuit en moto, doit pouvoir lui tirer dessus, sans tirer sur les autres. Je pense que c'est ça hein, l'objectif, hein, sinon je comprends pas. Il y a un moment d'ailleurs, ils doivent descendre les trois autres, et du coup ils se retrouvent vraiment à être poursuivis par elle. Et il n'y a plus que Ethan, et comme par hasard, Solomon Lane, il est bien en évidence sur le siège passager. C'est tellement une facilité de scénario que je m'en suis rendu compte pendant le film. Je vous dis franchement, je suis bon client. Quand je regarde un film, je regarde un film. Mais quand le film commence à devenir what the fuck, je peux pas m'empêcher de me poser des questions. Et quand le film est bon, je me pose une question, je me dis ah oui c'est ça, sur ma bouche. Et quand le film n'arrive pas à répondre, il devient de plus en plus stupide pour de mauvaises raisons, ce qui est le cas là en l'occurrence, pour forcer complètement une séquence avec Rebecca Ferguson qui finit en plus par Ethan qui la renverse en voiture et elle se relève, elle a rien. Genre il a même pas pété une côte. Je sais que c'est what the fuck, je sais qu'ils sont supposés être super athlétiques, mais là faut se calmer quoi. Et ça m'amène du coup à la séquence de fin, la fameuse poursuite en hélicoptère, où Ethan commence à poursuivre Henry Cavill, qui a donc dans sa poche la télécommande qui permettrait en deux parties, il faut enclencher quelque part la télécommande, et de l'autre côté désamorcer les bombes pour que les bombes n'explosent pas, ces fameuses deux bombes nucléaires. Et là c'est quand même beau. Parce que je commence à voir la poursuite où je me dis, il monte en hélico, donc Henry Cavill monte en hélico, s'enfuit. Ethan Hunt prend un hélico tout seul et le poursuit, je me dis déjà, ça va être compliqué. Mais c'est cool, c'est Mission Impossible. Comment il va faire? La première question que je me suis posée, c'est comment il va faire pour monter dans l'autre hélico. Et j'imagine que vous vous êtes posé la même question. Si vous vous êtes posé la même question, vous avez dû avoir la même réaction que moi. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette séquence de fin? C'est-à-dire que la stratégie d'Ethan, qui doit récupérer une télécommande sans la détruire, j'insiste, sans la détruire, l'enclencher pour empêcher que les bombes explosent, c'est d'essayer par tous les moyens de faire en sorte que l'autre hélicoptère s'écrase. Enfin, c'est tellement con. Non mais là, j'aime beaucoup Christopher McQuarrie, je le suis sur Twitter, c'est un mec passionnant quoi. Je l'insulterais pas si je le rencontrais en disant un truc pareil, mais je trouve ça tellement bête. C'est une stratégie, bon il est pressé, il a pas le temps, machin, tout ça. D'accord, mais c'est Mission Impossible. Faut qu'il trouve un moyen de monter dans l'hélico. Enfin, il y avait 12 000 manières dont il aurait pu faire, qui auraient pu être spectaculaires, il aurait pu sauter par le côté, il aurait pu avoir 15 000 trucs, mais vraiment, hein, 15 000. Mais cette solution de faire, finalement, il tire sur l'hélico de l'autre, qui s'écrase. Lui s'écrase aussi avec son hélico. Les deux s'écrasent sur la même plateforme de montagne. Enfin, je veux dire, si encore c'était dans une plaine, quoi. Mais non, ils sont en montagne, sur le même plateau. Les deux descendent, ils sont pas morts, donc ça veut dire que le pilote de l'avion de Henry Cavill, il est mort. Je sais plus s'il a pris une balle ou l'autre, il est mort. Henry Cavill, non, il s'est fait cramer la gueule, mais il est vivant. Il se bastonne, bien sûr Tom Cruise, non. Il se bastonne. Ils arrivent à le faire suspendre dans le vide. Finalement, un des hélicos s'accroche à un crochet, là. Et en plus, on voit le crochet qui soutient l'hélico d'Henry Cavill et qui va le faire tomber dans le vide, évidemment. Vous avez vu le film, donc vous voyez dans la séquence dont je parle, le câble se décroche plusieurs fois et se reprend de manière complètement stupide. Enfin, c'est en plus... La scène est what the fuck, elle est stupide dans son principe, ce que fait Ethan est complètement con, mais en plus on tire sur la corde en mode suspense, attention, l'hélico va tomber, non, il se rattrape encore, il se bat, il se rattrape encore. Tous ces effets qui auraient tendance à me plaire, et qui par exemple m'avaient plu dans Ghost Protocol, tenaient au fait simplement que dans Ghost Protocol, à un moment donné, Brad Bird il se dit non, ça c'est what the fuck. Il sent la limite de ça. Et là, j'ai envie de dire que
ce dont je suis en train de critiquer, c'est un peu la jeunesse de Christopher McQuarrie sur du blockbuster. C'est le 3e blockbuster qu'il réalise, non le 2e, excusez-moi, après Rogue Nation, non le 3e, puisqu'il avait fait Jack Reacher, excusez-moi, et clairement on sent qu'il a voulu quelque part mettre le petit effet waouh en plus, et que du coup il en a rajouté une couche. Et en rajoutant cette couche, il a rendu le film tellement con, que j'en ai presque... Franchement c'est impressionnant. Je suis resté sur le cul, j'étais vraiment sur la séquence en train de me dire non mais ça va quoi, ça suffit quoi. Non mais ça va, putain ça suffit, stop, arrêtez quoi. C'était tellement stupide, et j'étais vraiment déçu parce que je me suis dit quoi? T'écris le scénar, tu dis et Ethan prend l'hélicoptère et poursuit l'autre, et la seule idée que t'as c'est ils vont s'écraser tous les deux. Enfin bref. On est d'accord qu'en général un hélico qui s'écrase, tout le monde est mort, vous avez les chances de faire exploser, enfin vous voyez le truc quoi. C'est pas pour rien que même des accidents dans la vie réelle d'hélicos qui se rencontrent l'un l'autre, qui se bousculent l'un l'autre ou quoi que ce soit, ils explosent. Même dans la réalité. C'est pas Michael Bay, quoi. Donc, autant les voitures explosent pas aussi facilement que dans les films, autant là, la réalité contredit le film tellement, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment expliquer ça, plus que ça, c'est que j'ai trouvé ça invraisemblable. La stratégie d'Ethan est bête, et en plus le film tire sur la corde en mode « Mais oui, il y a du suspense, attention !» Voilà, donc d'un côté on a Rebecca Ferguson qui va étaler Solomon Lane et que je trouvais que la séquence fonctionnait plutôt bien avec Simon Pegg et tout ça, avec ce petit suspense, t'as Simon Pegg qui se bat contre Solomon Lane, qui se prend une tannée, qui se fait pendre. Pendant ce temps-là, t'as Rebecca Ferguson qui se bat avec le méchant, puis on sait pas si... Enfin, elle va le sauver, mais on n'est pas sûr. Enfin, ça, je trouvais qu'il y avait de la tension, que ça marchait plutôt bien. Et en parallèle de ça, on a la poursuite là, en hélico qui est... Mais genre, mais non, quoi. Juste non. Enfin bref. C'est décevant, c'est vraiment décevant, parce que c'est une mauvaise idée d'écriture qui a été poussée jusqu'au bout à la réalisation, ce qui donne vraiment une fin stupide. Et on sent vraiment qu'il y a eu un côté à un moment donné, c'est bon, ça passera, parce qu'il faut que ce soit spectaculaire, c'est Mission Impossible sur la fin. Ouais, bah écoute, la fin de Jack Reacher était pas spécialement spectaculaire, et ça marchait très très bien. Hein. Et on t'en aurait pas voulu, vu que c'était déjà assez spectaculaire avant. Enfin bref. Là, on voit, je fais juste une comparaison avec, par exemple, la fin de Skyfall, ou la fin de Casino Royale, où ils avaient osé un spectaculaire beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus, on va dire, au niveau du sol, et qui, pour le coup, fonctionnait beaucoup mieux, en termes de suspense, en termes d'intensité, en termes d'action, en termes d'effet waouh aussi. Tout simplement parce que c'était différent et original. Une poursuite en hélicoptère, c'est pas original. Faire s'écraser les deux hélicoptères ensemble sur une plateforme, ça devient complètement stupide. Et plus t'en rajoutes dans les effets du « Attention, il va tomber !» Non, il tombe pas. Le crochet, l'hélicoptère se décroche, puis se raccroche. Plus tu rajoutes ce genre de trucs, ça devient encore plus stupide. Bref, vous m'avez compris. J'ai trouvé cette fin décevante, what the fuck, et mal écrite. Ça fait quand même beaucoup pour un film qui jusque-là était plutôt d'un bon niveau. J'ai du mal à conseiller de voir Fallout. Bon, vous êtes dans la partie spoiler, on l'a déjà vu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai été déçu, et je trouve que, venant de Christopher McQuarrie, j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Bref, je vais en rester là pour cette partie spoiler, qui était un petit peu mon coup de gueule, parce que j'ai vu ça pendant l'été, j'arrive pas à aller voir beaucoup de films au cinéma, et là j'étais vraiment gavé que ce soit autant raté cette fin. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, je pourrais revenir aussi sur la partie spoiler avant de vous laisser tranquille. Quand je dis que le personnage de Michelle Monaghan et le retour vers Tom Cruise ne marche pas, j'aime bien l'idée de la séquence où ils se retrouvent et il y a le mari et ils peuvent pas se dire les choses réellement. Mais c'est vite, comment dire, éludé par le fait que le mari trouve une raison de s'en aller. Bon acteur d'ailleurs, donc j'oublie les noms. J'aime bien cet acteur, il est bon là, avec des yeux verts, là, il a une tronche assez incroyable. Il a joué dans Hunger Games, mais je l'ai vu dans autre chose où j'avais trouvé vraiment bien. Ah, il faudrait que je retrouve, je sais plus. Bon, il a joué aussi dans American Beauty quand il est plus jeune, mais c'est un acteur que j'aime bien. Je crois que c'est un acteur anglais, si je dis pas de bêtises. Bref, peu importe. Et je parle de celui qui joue le mari de Michelle Monaghan. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que l'idée de la séquence était bien, mais elle est vite avortée, malheureusement, par... le fait que le personnage s'en aille tout de suite, quoi. C'est dommage, hein. Parce que j'aimais bien l'idée qu'ils puissent pas se dire les choses et qu'ils doivent se dire les mots un peu par code. Bon, visiblement, il voulait pas aller jusque-là dans l'écriture. Et voilà, c'est plutôt joli quand elle lui dit, voilà... Encore une fois, en idée d'écriture, je suis assez fan. Elle lui dit, ouais, je ne regrette pas... il est enfin guéri, entre guillemets, du fait qu'il n'a pas pu vivre avec elle, et qu'elle lui dit, voilà, grâce à toi, j'ai vécu plus intensément que jamais, et ainsi de suite.
C'est plutôt bien vu par rapport à Mission Impossible 3, c'est une belle suite. Si on prend Mission Impossible 3 où elle est un personnage principal, Mission Impossible 4 Ghost Protocol où elle est un peu une sorte de fantôme dans le film et qui marche plutôt bien, elle est absente de Mission Impossible 5 et elle la fait revenir dans le 6 pour clore la chose et pour que Ethan puisse aller en quelque sorte vers le personnage de Sarah Ferguson, c'est plutôt bien, de Rebecca Ferguson pardon, c'est plutôt bien vu et c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, je trouve que ça marche assez bien. Tout ça pour dire, j'aurais aimé qu'ils aillent à fond dans le quiproquo en quelque sorte. Au final, ils avortent un peu ce genre de moment. Donc c'est dommage. Il y a tout un build-up, il y a tout un setup, toute une mise en place de cette séquence ou de la rencontre entre Ethan et son ex-femme, qui finalement est... qui s'appelle Julia, voilà. Qui finalement est un peu avortée, quoi. Même si on comprend son importance, après elle va parler avec Lucius, machin, blablabla. Ouais, bon, ça je sais pas si c'était indispensable, mais bon, peu importe. En tout cas, je reste un peu sur mon idée que c'est un peu avorté et que ça aurait dû être beaucoup mieux réintroduit dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'aurais carrément vu Solomon Lane la retrouver et pousser Ethan à une sorte d'enjeu, mais ils n'ont pas osé aller vers ce point-là dans l'histoire et c'est dommage, je trouve. Ça a finalement enlevé du côté machiavélique à Solomon Lane. Oui, j'avais dit que j'en parlerais dans la partie spoiler. Pourquoi je dis que Solomon Lane ça marche pas du tout? Non, plutôt pourquoi le personnage de Ilsa Faust, je trouve que ça marche pas du tout. Parce qu'elle revient de manière, elle a juste un truc, elle est supposée buter Solomon Lane, sinon les services secrets anglais vont s'occuper d'elle. Et finalement, c'est réglé en 3 coups de cuirapeau arrière, comme si ce que Hunt avait fait était tellement important qu'il pouvait tout régler dans toutes les agences du monde. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça qui est... J'aurais beaucoup plus aimé le fait que voilà, elles doivent se recacher, ce qui paraissait logique, et laisser ça à un film suivant. Mais visiblement, ils voulaient régler ça dans ce film-là. Je sais pas pourquoi c'était aussi indispensable, mais bon, imaginons. Ce sera probablement utilisé dans le film suivant, j'ai trouvé ça un peu facile, quoi. Et en plus, je trouve qu'elle est, comme je dis, sa présence est forcée, notamment avec la séquence à Paris, là. Oui, Solomon Lane en passager à l'avant, c'est pour rien, c'est juste pour que Ilsa puisse le voir et lui tirer dessus au cas où, enfin bon. Très décevant, je trouve que tout ça est très forcé. Ce qui fait que sa présence ensuite dans le reste du film marche bien, ou bien avant dans le film marche plutôt bien. Mais à partir de cette séquence-là, je me suis dit non, mais si on est obligé de forcer le truc comme ça, c'est clair qu'elle va être présente dans l'équipe et tout ça, blablabla. Bref, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas pourquoi il y a eu cette erreur au milieu du film, mais je trouve que c'est une erreur très forte qui alourdit et qui enlève beaucoup de densité à son personnage, malheureusement. Personnage qui aurait pu exister par autrement qu'en se faisant rentrer dedans par Ethan, enfin voilà. Tout ça est assez what the fuck, vraiment trop. Et le personnage de Solomon Lane n'existe à mon avis dans ce film-là que si on a vu le précédent où il est vraiment menaçant, impressionnant, il est complètement ouf, il accroche une bombe sur le personnage de Simon Pegg, il les met vraiment en très grosse difficulté. Simon Pegg jouant excellemment dans le film précédent l'angoisse d'être pris par un mec comme ça, d'avoir une bombe sur soi, enfin c'était vachement bien. Et là dans ce film-là, il est juste supposé être la menace du film précédent. Oui, il est froid, il est violent, mais je trouve pas qu'il atteint le niveau d'angoisse qu'il pouvait provoquer dans le film précédent. Et du coup, bah, à quoi bon faire revenir un méchant qui, dans le film précédent, avait réussi à être badass, pour finalement être un peu un outil de celui-là. Puisque finalement, le méchant, c'est Henry Cavill, et Henry Cavill, dans ce film-là, bah, on le voit arriver à 100 000 km. Oui, autre point terrible, et décidément, j'avais encore oublié la partie spoiler, de tous les personnages du film, qui pouvait être le traître, à part Henry Cavill. Enfin, je veux dire, ça, vraiment, les mecs, à l'écriture, ça vous a pas gratté. Putain, moi, j'aurais fait en sorte que ce soit Alec Baldwin, juste que ce soit une surprise, quoi. Mais même pas, c'est le seul nouveau de l'équipe. En plus, il fait chier Ethan dès le départ, tu comprends vraiment qu'ils vont être en compète. Et au lieu de jouer sur quelque chose d'un peu plus subtil que ça, que le fait que, voilà, ils s'entendent pas ou autre, et qu'ils aient pas le même point de vue sur les choses, non, en plus, c'est un traître. Bref, ça aussi, c'est vraiment une facilité. Ça n'est absolument pas surprenant. C'est forcément lui, entre guillemets. Ça aurait pu être plein d'autres personnages, mais non, il fallait que ce soit Henry Cavill. Donc tant pis, le personnage était intéressant, mais de là à dire que le twist est surprenant, vraiment pas. Bref, je vais en rester là, vous avez compris, pour moi c'est un film qui est globalement assez décevant, même si je dois admettre qu'il y a des excellentes scènes d'action, que c'est pas un film désagréable à regarder. Il y a beaucoup trop de gros défauts et l'énorme défaut d'être un film conclusion de 6 films précédents pour que je puisse considérer que ce Mission Impossible Fallout est une réussite. En termes artistiques, je m'entends. En termes de blockbuster de fric, vous inquiétez pas, il a cartonné, il y aura une suite. Ça, y a pas de problème. En termes d'écriture, en termes de suite, c'est vraiment pas... C'est pas sur ce film-là que je conseillerais de voir le duo Tom Cruise-McQuarrie, en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À
très bientôt pour un nouvel épisode de Avoir ou de HO. Tweetez, Instagram et Facebook et donnez-moi vos avis, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît le plus dans le fait d'enregistrer ces vidéos, c'est d'avoir vos avis ensuite, d'avoir vos avis contradictoires et de réfléchir dessus. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, à bientôt. Ciao ciao.